Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue sur le podcast d'Away We Go, le collectif de freelance qui accompagne les opérateurs touristiques dans la production, les opérations, la vente ou encore le marketing. Je suis Alexis Ancinas, membre du collectif Away We Go et j'accompagne les acteurs du tourisme dans leur transition technologique. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Lionel Vertenèche. Bonjour Alexis. Bonjour Lionel. Donc Lionel, tu es pro du tourisme depuis 25 ans. Après avoir passé de nombreuses années chez Atout France, tu as rejoint donc en 2022 Génial pour Generative AI Lab. Génial, c'est une start-up française spécialisée dans l'IA générative appliquée au tourisme, mais pas que, et tu vas nous en dire un peu plus. Donc dans cet épisode, on va parler d'une IA moins buzz, plus terrain, on va se focaliser sur une IA utile, utilisable, et réellement utilisée par les professionnels du tourisme. Lionel, on a échangé, tu te définis souvent comme un pur produit tourisme, et c'est quoi exactement ton parcours ? Alors, pur produit tourisme, ouais, j'aime bien dire ça parce que c'est un petit clin d'œil à effectivement une formation 100% tourisme. J'ai fait un BTS tourisme à Brive-la-Gaillarde dans les années 2000. J'avais un parcours qui me dirigeait plutôt vers les agences de voyage et puis j'ai décidé de continuer par un IUP tourisme dans la conception de produits et le développement territorial. Et c'est là où j'ai pu tester le monde du réceptif en Guyane française, des parcs naturels régionaux également. Donc le monde institutionnel que j'ai rejoint en 2002 chez Maison de la France, anciennement Atout France. Et c'est effectivement une boucle de 20 ans dans le monde institutionnel, mais qui était quand même corrélée sur la fin pas mal avec des acteurs privés, côté marketing digital, stratégie média, et un parcours effectivement assez varié. Le fait de rejoindre en 2022, tu l'évoquais, Génial, pour Generative IA Lab à Bordeaux, avec un nouveau challenge, un nouveau pari, et on va en parler autour des 3 U de l'IA notamment. Ouais. Le utile, utilisable et utilisé. Et pour toi, justement, c'est quoi une IA utile, spécifiquement dans le tourisme ? Alors l'utile, c'est effectivement la première rampe de lancement de notre méthodologie. Utile, c'est qu'on part toujours du besoin. Le buzz IA générative date de fin 2022, à peu près la même époque où j'ai rejoint Génial. Et en fait, on a beaucoup testé, il y a une arrivée massive dans la sphère grand public, donc c'est en ça que ça a explosé, qu'on en parle beaucoup. Côté entreprise, et côté entreprise du tourisme, des entreprises en général, c'est toujours bien de partir du pourquoi. Pourquoi je vais utiliser cet outil. Et notre enjeu, c'est de trouver ces fameux points de douleur, de les prioriser. Ils n'auront pas tous la même importance. Ils ne seront pas réalisables de la même façon. Donc il y aura comme ça des matrices un peu de priorisation du pourquoi je vais utiliser l'IA générative, et c'est souvent le point de départ de l'accompagnement que l'on peut faire au sein des entreprises. Et donc le pourquoi, c'est effectivement la bonne question et souvent on teste, et là on a quand même beaucoup testé, mais ça se transforme pas forcément en usage. Ouais, alors c'est vrai que l'usage, il peut faire pchit Mm. parce que l'IA aujourd'hui est dans une phase d'une courbe de l'innovation toujours très montante. On est sur des early adopters, toujours malgré tout, même 3 ans d'usage massif, mais malgré tout une courbe de l'innovation qui continue à grimper. On n'est pas dans la late majority, dans la majorité principale des utilisateurs. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de tests, beaucoup de ce qu'on appelle l'époque, les proof of concept, qui ont testé des choses, des fois avec pas mal d'argent. Donc c'est vrai que le ROI dans certaines entreprises, et pas que celles du tourisme, n'ont pas amené un succès majeur. Et en fait, il faut utiliser l'IA et intégrer l'IA un peu dans une stratégie d'entreprise plus qu'en mode outil. C'est en mode outil côté grand public, à l'échelle d'une entreprise, il y a quand même une logique d'industrialisation, de trouver vraiment le pourquoi je vais utiliser Mm. et d'arriver à amener ce changement massif dans ces usages-là. Alors on va parler des métiers à un moment donné, évidemment, pour qu'il y ait un réel usage qui s'en suive. Donc passer le stade de l'outil pour que ça soit réellement implémenté au bon endroit pour les collaborateurs. Comment tu fais ça? Parce que c'est beau de le dire, et ok pour le faire, mais exactement, enfin, pourquoi ça se fait pas? Et encore aujourd'hui, comme tu l'as dit, ça fait 3 ans maintenant qu'on voit l'IA partout, et pour beaucoup d'entreprises qu'on n'arrive pas encore à l'utiliser. Euh,
Donc, enfin, concrètement, quels sont qu'est-ce que tu suggères? Quels sont et chez Génial aussi, comment tu accompagnes les boîtes à faire que ça se transforme en réel usage utile, utilisé? Déjà, le sujet de la sécurité, en fait, et faire prendre conscience aux entreprises que, alors tout dépend de la taille, qu'une IA, à certains moments utilisée sous le manteau, peut être à certains moments dangereuse dans le partage de documents confidentiels, de données comptables, par exemple. Et donc, c'est déjà une première approche que d'offrir un cadre sécurisé de l'usage de l'IA, même très simple, reformulation de mails, orthographique, syntaxique, des choses très simples comme celle-ci. Et en fait, on s'aperçoit que des fois, il y a des usages beaucoup plus poussés qu'on ne le croit. À chaque fois qu'on accompagne une entreprise, on fait un petit sondage et les dirigeants sont souvent surpris du taux d'usage des différents outils, des fois des outils insoupçonnés, qui sont réalisés à l'échelle de l'entreprise, avec à chaque fois un usage personnel et pro, quasi équivalent, mais un usage pro qui n'est pas réellement contrôlé. Donc c'est une première petite alerte côté entreprise pour se dire, bon, il y a peut-être quelque chose à faire pour emmener mes équipes dans un usage un peu plus structuré Mais là-dessus. désolé de te couper, mais est-ce que toi, t'as beaucoup de clients qui disent, bah non, on a arrêté complètement d'utiliser l'IA parce que, il y a un problème de sécurité et tant qu'on n'a pas trouvé une solution pour sécuriser les données, euh, on ne reprendra pas l'usage au sein de l'entreprise parce que j'ai l'impression vraiment que cette sécurité de la donnée, finalement, c'est pas la crainte principale. On réalise pas vraiment le risque justement de cette perte de données. Ouais, c'est assez vrai dans la sphère du tourisme. On accompagne d'autres acteurs Mm. dans l'industrie, dans la banque et l'assurance. Et ces secteurs-là plus sensibles sont très, très, très regardants Mm. sur la sécurité. Ce qui paraît normal, évidemment, c'est un peu le cœur du réacteur. Mais des fois, même dans les entreprises du tourisme, des documents sensibles peuvent être partagés, des données qui s'évaporent. Et encore une fois, un peu ce sujet de souveraineté qui revient énormément sur la table, et c'est normal, qui doit être regardé. Donc là-dessus, il y a des différences entre secteurs, forcément, parce qu'ils avaient des politiques de sécurité déjà bien établies. Ils ont tendance plutôt à fermer les robinets. Et à passer par des chats internes pour justement arriver à sécuriser des interactions relativement simples. Je pense à l'armée, par exemple, hein, qui a mis en place ces choses-là. Je pense à des banques également comme le Crédit Agricole, où on évite le chat GPT grand public ou pro, hein, c'est pas, pour aller sur des solutions un peu plus maîtrisées, souveraines et plutôt internes. Et tu as des exemples de solutions maîtrisées, souveraines et internes? C'est des Le choses que... Graal, tu veux dire? Le Graal, c'est des choses que toi tu dis. Enfin, je connais une boîte qui fait ça qui s'appelle Private AI. Mais toi, tu proposes aussi des solutions Alors, on peut potentiellement installer des choses, ce qu'on appelle on-premise, c'est-à-dire en local, ouais. au sein des serveurs des clients, c'est une possibilité. C'est pas le gros des demandes. Néanmoins, ce que l'on fait dans notre accompagnement, c'est que on est agnostique, donc par définition, on va utiliser l'ensemble de ces fameux LLM, ces Mm. Large Language Models, les Gemini, OpenAI, Mistral notamment, pour proposer en tout cas le choix à nos clients. On ne fait que les interroger et le stockage de la donnée se fait sur nos serveurs. Donc c'est un peu la différence entre utiliser ChatGPT 100% gratuit ou payant, Mm. où au final là, il faut décocher pas mal de cases pour s'assurer de la non-réutilisation de ces données-là. Néanmoins, on propose une plateforme dite agentique, où on peut créer des agents, ou plusieurs agents, à des fins spécifiques, et où la donnée est plus sécurisée que si on passait directement par ChatGPT. Et la différence majeure, c'est qu'effectivement, il va y avoir une connexion aux données d'entreprise, donc une connexion à un CRM, à un ERP, qui va faire un peu toute la différence dans la connaissance des agents IA, de ces applicatifs IA, plutôt que d'utiliser un ChatGPT, encore une fois, généraliste. On va aller sur du spécifique et on est dans cette phase un peu d'agents spécialisés, voire connectés aux outils des entreprises qui va amener de la valeur. Et en fait, les POC qui n'ont pas abouti, et effectivement, il y a des chiffres d'études, ont pas forcément trouvé le cas d'usage
court terme. Quand je parle de court terme, c'est moins de 3 mois. Moins de 3 mois parce que l'IA va très vite et des fois on trouve des solutions 3 mois après. Donc on n'est plus du tout sur des projets digitaux long terme, 12-18 mois. On a raccourci un peu cette vision-là pour justement rechallenger toujours la façon dont on appréhende un projet, sans certitude, avec quelques convictions, mais surtout en rechallengeant la façon dont on s'y prend. Donc, petite agilité dans la gestion de projet, de façon à amener de nouvelles réponses. Un sujet comme le MCP, qui est un peu un hub de données, une sorte d'universalité dans la connexion au logiciel, n'existait pas au démarrage de projet. Quand c'est arrivé, on l'a mis un peu sur la table et ça nous a permis d'aller plus vite sur certaines réponses apportées à certains clients. J'avais une question sur le cas d'usage, mais comme tu rebondis sur le MCP, est-ce qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui là, avec ce qui s'est passé dans l'agentique sur les 6 derniers mois, est-ce que le MCP est encore utile? Eh bien, typiquement, non. Il y a un an, c'était une vraie révolution. En mars 2025, on arrivait avec des nouveautés. Là, le principe dit agentique, du multi-agent, va amener effectivement d'autres solutions, d'autres workflows entre agents IA qui vont se répondre les uns les autres. À l'échelle du tourisme, je regarde attentivement évidemment ce qui se fait aux États-Unis et je sais que le Mindtrip, qui est une solution de trip planner, l'a évoqué ces derniers jours, le fait de planifier jusqu'à la réservation et intégrant la brique de paiement. Et donc, on voit bien un peu la trajectoire de multi-agents, d'une suite d'agents IA qui vont avoir chacun une fonction bien déterminée, totalement invisible pour l'utilisateur, parce que entre la demande et la demande initiale et le paiement, eh bien, il y aura une suite d'actions qui se sera réalisée grâce à cette vision agentique et qui, demain, permettra, depuis une consigne, d'aller jusqu'à une réservation d'un voyage, d'un billet de train, d'un billet d'avion. Donc là, j'imagine que ces 3 dernières minutes, on a perdu beaucoup d'auditeurs parce que ça paraît assez flou. Est-ce que concrètement, tu pourrais nous expliquer, là quand tu parles d'agentique, moi je suis un professionnel du tourisme ou moi je suis un voyageur, euh, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que, quelles sont les actions que moi j'opère? Et derrière, d'un point de vue technologique, d'un point de vue agent, qu'est-ce qui se passe en back-office, si on veut dire? Ouais, bien sûr. C'est bien de prendre un exemple très concret Ouais, de façon à matérialiser cette vision agentique qui est au final un peu back-office, hein. C'est un ouais, peu ce qui se passe en coulisses. Euh, il faut se dire que les sites web, qu'ils soient e-commerce, voire institutionnels, ils sont certes un peu plus beaux qu'il y a 20 ans, mais ils n'ont pas foncièrement changé la façon dont la recherche s'effectue. On recherchait un séjour avec une vision par critère, de date, de couple, éventuellement de préférence et encore, ou de programme de fidélité. Donc 3-4 champs à remplir. L'idée, et c'est vraiment l'IA générative qui a amené ça, on va avoir une approche conversationnelle de la requête sur un site web demain, sur un site web ou une application évidemment. Et cette approche conversationnelle va amener une plus grande finesse à la fois dans la façon dont on va formuler une demande de voyage ou d'inspiration de voyage. On ne sera pas obligé d'avoir de suite un produit vendu. On pourra toujours s'inspirer, que ce soit sur des sites d'office de tourisme, voire sur des sites marchands. L'étape d'inspiration, elle va toujours être là. Et cette vision conversationnelle va clairement fluidifier les choses et personnaliser la réponse. Cette personnalisation, en gros, quand on discute, on fait des phrases assez construites, assez profondes, avec pas mal de compléments d'objets, eh bien, il va y avoir une compréhension naturelle pour derrière déclencher des suggestions, des propositions, soit de contenus éditoriaux, soit de contenus produits. Il y a un catalogue tout en étant totalement dynamique par rapport au fait d'afficher un produit pris avec une dispo temps réel potentiellement. Donc un mode de recherche qui va largement évoluer. Déjà beaucoup j'ai envie de dire de tests assez avancés, hein, vis-à-vis d'offices de tourisme qui ont testé des chatbots, des moteurs de réponse. On en a réalisé un certain nombre, mais également aussi des initiatives de trip planner. TripAdvisor a lancé son premier trip planner et il constatait des incréments de ventes qui étaient de l'ordre de x5 par les internautes
qui était passé par le TripPlanner. Des gros acteurs comme Kayak, tous ceux en gros qui possèdent la donnée, voient arriver ces agents, ces moteurs IA, qu'on peut appeler d'assistants intelligents dans la recherche, la recommandation de voyage. Et des acteurs français s'y collent évidemment, de façon à venir amener une réponse et, on va dire, une meilleure expérience utilisateur, en tout cas une expérience utilisateur sur le site enrichie de ces assistants IA. Donc concrètement, ce qui veut dire que aujourd'hui, je vais sur le site Kayak, je demande est-ce que tu peux, enfin, je souhaite faire un voyage de 3 jours, enfin un week-end de 3 jours à Prague. Euh, euh, Est-ce que tu peux me trouver les meilleurs hôtels? Je viens en famille avec un enfant de 3 ans. Est-ce que tu peux me trouver des bons hôtels? Et là, l'agent va aller chercher, enfin, il va y avoir différents agents qui vont travailler pour aller me chercher le bon hôtel, un autre qui va vérifier les disponibilités, un autre qui va vérifier si ça correspond bien à mon profil. Et est-ce que ça va jusqu'à la réservation? Enfin, comment concrètement ça fonctionne? Ouais, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir un découpage de la requête en plusieurs sous-requêtes, si je puis dire, de façon à aller interroger soit une approche de contenus éditoriaux, soit une approche produit, soit une approche de questions liées potentiellement, où on va certes avoir une première itération avec des propositions produits, mais il est possible que des propositions alternatives te conviennent aussi dans ta requête. Et donc, autant d'agents que de sous-requêtes de façon à avoir dans la réponse, et encore une fois, ça sera invisible pour l'internaute, une réponse enrichie effectivement en fonction de qui tu es vraiment, comment tu voyages. Est-ce que tu aimes le sport? Tu viens en famille avec un enfant de 3 ans? Tous ces éléments-là vont pouvoir être pris en compte pour, selon la donnée disponible, te proposer des produits vraiment en adéquation et les plus fins possibles. Ce qui n'exclut pas de continuer la discussion et d'aller chercher d'autres destinations par rapport à ta vision initiale. Je pense que l'idée, ça va être de raccourcir un peu le temps de vente inévitablement, mais on voit qu'il y a un nombre de messages par conversation qui reste quand même assez important. Et aujourd'hui, en tout cas à notre niveau, la réservation se fait pas dans l'écosystème IA, on repart dans le funnel, on reste évidemment dans l'écosystème de l'acteur, mais la réservation se fait dans les dernières étapes de réservation telles qu'elles existaient précédemment. Ok, donc on va pas jusqu'à la réservation encore. Pas encore, pas encore. Pas encore chez Génial ou pas encore aujourd'hui, parce qu'il y a des outils qui... Il y a des outils qui s'y collent de Ouais, suite, hein. J'évoquais ouais. Mindtrip, évidemment, je vais dire un pur player, je pense à la SNCF par exemple, pourrait demain le proposer. C'est pas le cas aujourd'hui, mais inévitablement, les gros acteurs américains vont commencer à le proposer. Airbnb intègre un volume d'IA de plus en plus important dans la personnalisation de ce qui va être proposé. Et la philosophie du CEO est de dire, ben, quand je fais une recherche, j'ai envie d'avoir que des hôtels ou que des gîtes ou que des... Et ça, aujourd'hui, la recherche par critère ne le permet pas. On a un grand tout et c'est vraiment l'approche conversationnelle qui va quand même permettre une plus grande granularité dans la réponse. Alors pourquoi aujourd'hui, quand je vais sur Airbnb, sur Booking ou sur SNCF, on parle de conversationnel, pourquoi est-ce que j'ai pas euh, pourquoi ma recherche n'est pas bah, je souhaite prendre un train pour la SNCF dans 3 jours avec tel budget et en première ou deuxième classe. Enfin, pourquoi j'ai pas encore cette possibilité-là? Pourquoi il faut encore que j'aille chercher c'est pas encore enfin, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est pas opérationnel? Je pense qu'il y Enfin, a c'est pas utilisé du coup. C'est pas en tout cas visible en France pour pas mal d'acteurs. Ouais. Il y a encore des contraintes, on le voit avec Google, hein, il y a beaucoup de fonctionnalités IA. Je pense à Ask Maps, qui est un agent IA dans Google Maps. Pareil sur YouTube. Aujourd'hui, la France est un des derniers pays en Europe qui freine un peu pour des histoires de droits d'auteur, pour des histoires de réglementation et d'une application très stricte de l'IA Act. Mais c'est possible en Belgique et en Allemagne, par exemple, hein, ces fonctionnalités-là. Expedia a lancé pas mal de choses, je pense aux gros acteurs ici aux États-Unis, avec un agent qui s'appelait Romy, qui était dans cette logique de conversationnelle, pas déployé en France, alors, parce que bon, le marché américain reste toujours leur marché mère et forcément ça constitue
un cas d'usage assez important pour voir si ça marche ou pas. Donc effectivement, c'est des choses qui ne sont pas visibles sur les portails français de ces grandes marques. Mais on a amorcé un gros moteur avec Carrefour Voyage qui sera visible prochainement. Ils sont en phase de migration de site actuellement. D'autres acteurs, je pense au réseau Selectour, ont mis en place ce type d'outil. Donc ça arrive progressivement. C'est encore par petites touches, mais je pense que ça va bouleverser la recherche en ligne, qu'elle soit dans l'univers du voyage, mais pas que. Et tu as parlé de l'IAC. Donc l'IAC, c'est une réglementation européenne, mais qui s'étend, évidemment, comme on est sur Internet, qui s'étend à tous les acteurs qui veulent opérer en Europe, mais pour beaucoup même qui opèrent à l'étranger. Enfin, certains d'autres pays ou autres qu'européens ont copié ou adopté l'IACT. Est-ce que tu penses que, enfin, est-ce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que penser, mais est-ce que d'après ton expérience, ça freine sur certains déploiements? Est-ce que ça freine? Est-ce que ça va freiner? Ou est-ce que l'IACT va s'adapter au marché pour que l'Europe reste compétitive par rapport à l'international? Est-ce que tu as des informations par rapport à ça? Tu peux nous partager un peu ton... Ouais, enfin, je fais le parallèle avec le RGPD qui a plus été au final une chance de cadrer les choses que il a fallu du temps, il a fallu être accompagné, il a fallu nommer des DPO internes, externes. Je pense que sur l'IACT, on est un peu sur cette même voie-là. On voit quand même des différences entre pays européens. Et c'est vrai que les applications et ce que teste Google, et je pense notamment à la révolution que ça va générer très prochainement dans le référencement avec l'IA Mode et les aperçus, les AI Overview. Ça va par exemple déprioriser les liens bleus, hein, le fait de voir son site web apparaître dans les résultats de recherche de Google. Eh bien ça, c'est pas encore en France. C'est partout ailleurs, quasiment partout ailleurs. Un nombre de pays considérable dans le monde et la France est exclue. Donc l'impact sur le SEO est pas encore réellement tangible en France, mais se fait quand même ressentir ailleurs. Donc, il faut s'y préparer. Il y a déjà quelques enseignements de ces pays européens. Mais je pense que l'IACT à l'échelon européen est encore une fois un cadre plutôt sain. On voit que le sujet de souveraineté, de penser les choses en local, on voit comment l'État s'y prend pour avoir des outils en interne et sortir. Ça va être un temps long, hein, mais sortir des Microsoft Azure, des AWS et des Google Cloud, ça se fera pas demain, si ça doit se faire totalement, parce on a toujours un lien d'une façon ou d'une autre avec un GAFAM. Il faut qu'on se dise les choses. C'est des choses où on a un peu perdu le match à l'échelon et français et européen il y a 25 ans. Ben là, on est en train un peu de détricoter, de se rendre compte de tout ce qu'on a lâché. On parle beaucoup de Mistral, qui est un bel acteur, qui se recentre en plus un peu moins sur la notion de LLM et de fournir un modèle et plus dans l'accompagnement des grands groupes, un peu en mode ESN, donc avoir la trajectoire qu'aura Mistral, mais ça semble être celle-ci, en tout cas sur les derniers contrats signés avec la Caisse des dépôts, me semble-t-il. Voilà, il y a encore j'ai envie de dire, il faut regarder devant sa porte, savoir où on en est de notre dépendance aux GAFAM Mm. pour se dire quelles actions je peux faire immédiatement, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je veux faire, est-ce que c'est une stratégie interne et comment je m'y prends pour ne pas tout révolutionner parce que ça ne sera pas possible et comment j'ai des premières actions et notamment le choix, on parle de choix de LLM, ça peut être un début de choix, il faut-il que Mistral reste compétitif. Effectivement, tu m'as parlé juste avant de Carrefour Voyage aussi, si on revient sur des cas concrets, des cas d'usage, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de alors peut-être pas Carrefour Voyage, ou te donner peut-être un exemple un peu plus large, mais comment toi t'accompagnes euh, les, euh, les acteurs, spécifiquement tourisme, à passer de leur quotidien actuel à une solution avec une technologie IA utilisée? Quelle est quelle est la méthode? Ouais, bah, c'est une bonne question parce qu'on se pose toujours les bonnes questions avant d'y aller, d'accompagner, surtout de bien comprendre. Donc,
j'ai la chance de venir du tourisme et de m'occuper spécifiquement du secteur, donc de comprendre assez bien les enjeux, les problématiques, côté office de tourisme, qui ont des problématiques bien spécifiques, mais également côté agence de voyage. Et c'est vrai que sur les agences de voyage qu'on a pu accompagner, je prends un cas d'usage bien particulier qui va parler, je pense, à pas mal de monde, c'est le fait de communiquer avec le client, tout le post-booking, après-vente, comment j'adresse des emails personnalisés pour générer des ventes additionnelles sur de l'activité, sur de l'assurance, sur de l'information, hein, le fameux fil d'Ariane du ministère des Affaires étrangères, etc. Et en fait, bah, typiquement, là je parle d'un client d'une petite agence de voyage avec qui on a développé un- une application IA. On va récupérer la base CRM issue d'un logiciel qui s'appelle MB3M, assez connu dans le secteur, où on va se nourrir uniquement d'un export des nouvelles ventes dans la nuit, de façon très concrète. Voilà, un export CSV, un fichier Excel qu'on récupère. Et à partir de là, on a créé une suite d'agents IA qui va générer un mail personnalisé en fonction d'une personne qui a réservé une semaine en Tanzanie pour 4 personnes, par exemple. Et là, on va avoir une suite d'emails personnalisés. C'est quelque chose que l'agence de voyage faisait difficilement, mal ou pas en fait. Donc on avait compris qu'il y avait un vrai sujet. Et donc dans le back-office qu'on leur a proposé, qui est très simple, ils ont à valider un email qui va être envoyé le lendemain. C'est-à-dire que l'email leur est proposé, totalement personnalisé, avec des choix de vente additionnelle totalement spécifiques à ce que la personne a booké. On aura forcément des choses différentes selon si la personne a booké un circuit, un vol sec, une activité ou un séjour à Disney. On n'aura forcément pas les mêmes sujets qui seront adressés en upsell, en vente additionnelle. Et on aura des activités avec un acteur comme Civitatis qui seront totalement spécifiques en fonction du lieu de destination. Et donc tout ça est traqué, donc un peu dans une logique de petit CRM, si je puis dire, mais totalement personnalisé, où les agents IA vont générer ces emails. Et encore une fois, pour l'agent de voyage, dont c'est pas le métier premier que d'être dans du marketing comme celui-ci, aura une validation de l'email pour valider l'email qui partira le lendemain. Donc on voit que on vient soulager, accompagner l'agent de voyage sur quelque chose qu'il ne faisait pas pour générer de la valeur et de la vente additionnelle. Donc il va être lui-même très intéressé de l'impact des emails qu'il va valider, là où avant ben, il avait du mal à mesurer l'impact des emails qui avaient un vrai problème de délivrabilité. Ils étaient peu reçus au final parce que fait de façon assez massive. Donc avec une validation, l'agent va pas envoyer l'email directement au client, l'agent IA. Absolument. L'email est envoyé est validé Exactement. par le conseiller voyage, l'agent de voyage ou la personne avec qui le voyageur est en contact. Exactement. Et je vais te prendre un exemple. Donc, on a une boucle jusqu'aux 5 jours avant le départ. On a un email qui est envoyé 15 jours après le retour, avec un petit questionnaire de satisfaction, pardon, et un dernier email 1 an à la date anniversaire du booking. Donc, en général, sur les périodes de booking window. Et en fait, ben, cet email, il peut être déprogrammé évidemment par la personne, par l'agent de voyage, pardon, dans le sens où ben, la personne, pour X raisons, le voyage, et je ne le souhaite pas, mais c'est mal passé, donc on ne va pas lui réadresser potentiellement à notre message. Donc l'agent de voyage garde la main, décide de valider ou pas, mais ça devient une routine dans son quotidien que de s'octroyer 15-20 minutes le matin pour valider ses emails dans cette logique de vente additionnelle. Et on amène un process quelque part dans quelque chose qui faisait pas ou mal parce que c'était pas encore une fois leur métier premier, c'est normal. Et cet outil de validation d'email, est-ce que c'est sur sa boîte mail, tu as parlé de l'outil MB3M, ou est-ce que toi tu mets à disposition une plateforme spécifique qui va mettre en lien les différents outils qu'utilise le collaborateur, le vendeur, l'agent de voyage? Quand je dis les différents outils, ça peut être d'un côté la boîte mail, de l'autre côté le CRM, de l'autre côté, je sais pas moi, même la comptabilité peut-être, enfin l'outil comptable.
Est-ce que c'est une plateforme supplémentaire qui... Alors, c'est effectivement une plateforme supplémentaire, mais qu'on envisage comme un hub de l'IA. Je Ok. m'explique, on appelle ça la factory, et on crée tous nos applicatifs IA depuis cette factory. Ça peut être cette application dédiée au CRM, mais ça peut être un enjeu d'un chat généraliste dédié à l'agent de voyage en question, où elle pourra poser toutes ces questions et avoir des tendances d'utilisation. Ou potentiellement un agent adressé à ses clients sur son site web, déployé dans une petite bulle présente sur son site web. Donc nous, notre enjeu, c'est de centraliser les usages de l'IA au sein de cette plateforme pour justement éviter la multiplicité des outils, la multiplicité des abonnements, parce que c'est un problème qui se pose à un moment donné. Et depuis cette plateforme-là, alors évidemment avec des choses spécifiques, on peut générer des photos, on peut générer des podcasts, on peut générer des applications comme celle qu'on vient de décrire pour une agence de voyage. Et ça devient un peu le cockpit des usages et des applicatifs IA dans l'entreprise. Ok. Donc concrètement, juste pour parler concret, là, j'ouvre cet outil, là, The Factory, je vais avoir une forme de dashboard, une forme de to-do list ou de choses à faire. Aujourd'hui, je vais devoir valider mes emails avant d'envoyer. Je le fais dessus. Je n'ai pas besoin d'aller sur ma boîte mail pour le faire. Par Absolument. contre, si Ouais, demain je veux envoyer un email, il faut quand même que j'aille sur ma boîte mail. Si j'envoie un email sur un autre sujet, les emails, je vais les lire sur ma boîte mail. Ou absolument. je le lis sur la Ouais, ouais, factory. Ok. absolument. Donc On sur The Factory, maintient c'est juste la validation. c'est la validation, la Ok. visualisation et la validation, voire une régénération Ouais. où on peut Et après, régénérer effectivement un email. et après, c'est la recherche plutôt que d'aller sur ChatGPT. Je fais pas des recherches sur ChatGPT, mais je fais Ouais, ouais, mes demandes recherche de approfondie, création de contenu. relecture d'email, de compte rendu. Ok. Tu parlais des échanges après le booking, après la réservation, mais avant le voyage par email entre le vendeur et le voyageur. Lorsque le voyageur est en tour aussi, très souvent il communique par WhatsApp avec soit son agent de voyage, soit ce qu'on va appeler un concierge ou la personne référente dans le pays lorsque c'est un voyage international, qui est souvent un membre de l'équipe du DMC, donc de l'agence locale. Est-ce que tu as une solution aussi pendant le voyage de conciergerie, que ça soit d'une part pour prendre des nouvelles du voyageur, est-ce que tout va bien, d'autre part pour conseiller un restaurant. Bah là, vous venez d'arriver, on a pris l'exemple d'un voyage, on était où tout à l'heure, on va aller ailleurs, on va en Indonésie, je vais du côté de Yogyakarta. Le voyageur arrive le soir à Yogyakarta. Il est à l'hôtel, mais l'hôtel est dans le centre-ville. Et ben, par WhatsApp, on va conseiller le bon restaurant qui correspond un peu à son profil. Est-ce que ça, c'est des choses qui existent déjà, que tu peux mettre en place? Et donc, conseil pendant le voyage, prise d'information, mais également vente additionnelle. Mm. Bah, attendez, là, vous avez une après-midi libre. Vous pouvez aller faire un tour dans Bétchac, vous pouvez aller visiter tel endroit, vous pouvez aller prendre un massage. Si vous voulez le réserver, voilà le lien. Vous pouvez réserver cette vente enfin, ce service additionnel. Est-ce que c'est des choses Alors ça, qui se... on l'a fait plutôt avec des offices de tourisme, Ok. effectivement, pour traiter le je suis sur place et le quoi faire, où manger, un peu moins où dormir parce que considérant que je suis sur place, a priori j'avais mon hébergement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se dire que l'agent IA, le moteur IA que l'on peut voir sur un site web, il est décliné, voire dupliqué sur un fil WhatsApp également. C'est-à-dire que cette approche conversationnelle qu'on peut avoir avec un chatbot IA sur un site web, l'idée c'est d'avoir cette même interaction conversationnelle sur un fil WhatsApp. Et l'idée est même en fait d'avoir une consommation d'un agent IA un peu plus riche, si je puis dire, sur un site web, donc en mode desktop, je suis derrière mon PC, et dans une logique mobile. On sait très bien que la consommation mobile, c'est de l'ordre de 70-80% du trafic souvent. Eh bien, la consommation ne se fait plus sur l'agent, mais sur le fil WhatsApp, justement. Pour des raisons de praticité, pour des raisons... On bascule en fait sur un WhatsApp quand je consomme l'agent IA de la marque, du e-commerçant ou d'un office de tourisme, quand je suis sur mobile. Et ça, c'est un peu une déclinaison très utile parce que WhatsApp a pénétré le marché, WhatsApp est international, et
la déclinaison d'une base de connaissances IA se fait très bien sur WhatsApp, avec en plus la possibilité pour une marque que d'avoir des messages marketing descendants. C'est-à-dire, on peut très bien maintenir une vision conversationnelle. Je discute, comme tu le disais, qu'est-ce que je peux faire cet après-midi et d'avoir des propositions de vente additionnelles. Mais la marque, le tour opérateur, peut aussi très bien décider d'avoir une communication marketing, si je puis dire, adressée à son client directement. Un peu comme quand on adresse une newsletter, on décide d'adresser un message à un pool de prospects. Bien là, c'est pareil. WhatsApp permet cette vision, cette approche conversationnelle, mais aussi, c'est pas le même tarif, avoir cette approche marketing auprès d'un pool d'audience, voire d'une personne, d'un client potentiel. Très clair, on va revenir sur... enfin, on va revenir. C'est de garder un peu le cadre IA utile, utilisable et utilisé. Sur la partie, euh, vraiment pour que les solutions qu'on mette que toi tu mets en place, ou pour que des solutions, et pas seulement avec Génial, mais moi je suis dirigeant. Je vois, comme tu disais tout à l'heure, on voit que les collaborateurs utilisent un peu l'IA. On encourage à utiliser tel outil, on encourage à gagner en productivité parce qu'on se rend compte que c'est essentiel aujourd'hui pour rester compétitif. Pour toi, quelle est, enfin, par expérience et aussi ce que tu proposes, quelle est la bonne méthodologie? Pas uniquement la méthodologie dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi quelles sont les étapes, combien de temps ça prend, euh, à quel moment, après on va revenir après, mais pourquoi est-ce que ça échoue? Mais justement, donc, comment faire attention à bien valider toutes les étapes pour mettre en place des solutions qui sont utiles et utilisées. Ouais. Bah, il y a une première étape qui est assez pragmatique, très de terrain, qui est d'aller. On fait beaucoup de diagnostics avec BPI France, on est expert IA Data dans les entreprises. Donc, ce volume de diagnostics à l'échelle de la France, je crois que c'est de l'ordre de 1500 diagnostics réalisés en 2025. À l'échelle de Génial, très modestement, on en a fait une quarantaine. Quelques acteurs du tourisme et des mondes de l'industrie, banque assurance, comme on l'évoquait tout à l'heure, et des services. Juste une question, est-ce que c'est encore subventionné ou il n'y a Oui, plus de... Ouais, ouais, tout à fait. À hauteur de 25%. pour quelle taille Et d'entreprise? avec un minimum d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et d'un volume d'employés qui doit dépasser, je crois, à vérifier, mais peut-être 10 employés minimum. Donc, c'est des critères d'éligibilité. Et pour avoir accès à ça, il faut faire appel à Eh bien, juste un formulaire en ligne sur BPI France. C'est très simple et BPI ça va France. être accéléré même en 2026. Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que BPI France va soutenir encore plus ce dispositif en 2026 pour avoir un volume important. On est déjà en 2026, Absolument, ouais, donc ouais, sur c'est en cours, enfin c'est en sur la durée. cours, absolument. Et donc BPI France, et ça s'appelle comment? C'est le diagnostic Kia Data. Ouais. On pourra mettre des liens utiles, évidemment, mais c'est un dispositif qui est poussé et qui, dans les objectifs, vont s'accroître en 2026 en nombre de diagnostics réalisés. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est la même chose que France Boost 2030 ou c'est un Non, autre? c'est un autre C'est un autre dispositif, je dispositif. pense, ouais, ouais, Ok. tout à fait. Un peu dédié, porté par BPI France, ouais, complètement. Et dans le cadre de ce diagnostic, on a une méthodologie assez claire. J'évoquais cette première étape très, très terrain, qui va être d'aller prendre le pouls, évidemment, de la direction, de comprendre un peu les enjeux stratégiques de l'entreprise, mais surtout d'aller parler aux opérationnels, qu'ils soient chefs de service ou terrain, pour comprendre le métier. Enfin, le métier, on le connaît, mais quand je dis métier, c'est qu'on va adresser le comptable, le marketing, le commercial, les RH, les opérations transverses, etc. On s'aperçoit de la multiplicité des outils utilisés, de l'écosystème et de l'architecture de l'entreprise. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir un peu voir la complexité ou pas de mise en application d'outils IA pour, à un moment donné, effectivement, récupérer la donnée. L'enjeu de l'IA se base sur les socles de données des entreprises. Et donc, c'est cette photo, ce panorama un peu de la donnée, des outils utilisés, qui constitue aussi, au-delà des entretiens terrain, la deuxième étape pour juger effectivement de la faisabilité ou de la complexité d'un cas d'usage qui nous aurait été soumis. Euh,
Et quand je parle de données, je parle de la donnée d'entreprise, propriétaire, où elle se trouve, comment je me connecte à celle-ci, est-ce que c'est un vieil ERP, c'est un vieux CRM, au contraire, il y a une API, c'est un peu plus facile. Et de quelles données je vais avoir besoin potentiellement sur la donnée externe? Parce que pour plein de raisons, je vais avoir besoin de voir ce que font mes concurrents, de voir les pricing externes, d'assurer une lisibilité, et du coup d'aller chercher de la donnée en dehors de mon écosystème, sur le web ou à des endroits bien déterminés. Et donc comment je me connecte aussi à cette donnée tierce, mais qui sera nécessaire au cas d'usage à développer. Donc diagnostic, faisabilité, comment est-ce qu'on peut récupérer les données et tout ça prend combien de temps enfin, tout dépend j'imagine des objectifs Ouais, et de la taille de l'entreprise. ouais, absolument. Sur un diagnostic, on est sur une échelle de 2 mois de réalisation, 2 à 3 mois. C'est une fourchette de temps qui est raisonnable pour à la fois faire ces entretiens terrain, avoir aussi un peu une vision un peu globale stratégique de comment l'IA peut servir les enjeux strates de l'entreprise. Un temps de restitution évidemment, le temps de digérer chez nous et de restituer, et puis de faire cette feuille de route stratégique qui est un livrable très concret qui est de passer à l'étape suivante, qui est cette étape de se dire, bon ben voilà, on vous préconise une matrice de cas d'usage. On se positionne évidemment sur l'étape d'après, qui est une étape de faiseur de solutions, et de les accompagner. Et souvent, il y a une étape très simple et qui démarre déjà dans le dia, qui est de dire, ben, on vous met en place un écosystème dans la fameuse factory dont on a parlé. Vous pourrez utiliser, tester des premiers agents. Et ces agents, en fait, il faut les voir certes dans l'écosystème, mais c'est un point dont on n'a pas trop parlé, mais on parle de déploiement, beaucoup de l'IA, Mm. et moi, derrière déploiement, j'y vois surtout où est-ce que je vais consommer ces outils IA. Tu l'évoquais justement tout à l'heure, est-ce que c'est dans ma boîte mail, est-ce que c'est sur une application? Là, en l'occurrence, c'était sur une application. Mais l'IA du quotidien, elle doit se faire facilement. Donc c'est pour ça qu'on a déployé une petite extension Chrome qui vient dans le navigateur des collaborateurs, c'est-à-dire bon, à peu près là où ils travaillent, en tout cas dans leur écosystème de travail, mais aussi dans une application, de façon à être une application donc, sur un store, hein, sur iOS, de façon à être téléchargée et permettre à des personnes plus nomades, on travaille pas mal avec des chaînes de camping, et les gens sont beaucoup sur le terrain et ont besoin d'avoir des agents IA pour enregistrer, pour avoir des records et des enregistrements de maintenance, de choses qu'ils voient, etc. Pour ensuite eh bien, que cette matière-là soit disponible dans leur écosystème. Ok. Et sur l'implémentation ensuite, on a fait le diagnostic, on a fait la faisabilité, on met en place, on commence à imaginer les, euh, enfin, on voit les cas d'usage des outils, on imagine les solutions, potentiellement on met en place ou on crée des solutions. Euh, Tout ça prend combien de temps et ensuite est-ce que enfin, quelle est la part de l'accompagnement pour la prise en main parce qu'on sait qu'aujourd'hui enfin je l'ai repéré pour bosser pour travailler avec différentes structures, beaucoup essayent, beaucoup mettent en place des choses, donc très souvent déjà le diagnostic est pas forcément on n'a pas forcément les moyens de le faire, de faire un diagnostic professionnel, mais il y a plus ou moins un petit diagnostic interne qui est fait. C'est pas toujours très structuré. Donc là, je pense qu'il y a un gros besoin de faire un bon diagnostic et de ne pas rentrer mis en tête à utiliser des Mmh. outils parce qu'on a l'impression que c'est bien ou parce que notre, euh, notre pote nous a dit que c'était celui-là qu'il fallait utiliser. Donc bon diagnostic avant, euh, bien réfléchir sur les cas d'usage. Mais après, ce que je vois, c'est que quand tes outils sont mis en place, comme tu disais, il faut que ça, tu parlais d'extension Chrome, que ça soit dans l'environnement, pour que ça soit facile à utiliser, mais même quand c'est facile, on a l'impression que c'est pas réellement pris en main par les collaborateurs. Quels sont tes conseils pour que ça le soit? Quelle est toi ton expérience? Pourquoi est-ce que c'est pas réellement pris en main? Et comment s'assurer, déjà lorsqu'on est dirigeant ou lorsqu'on a un collaborateur qui réalise l'opportunité, mais que ses collègues le font pas forcément, comment s'assurer que, bah, que ça soit fait à l'échelle de l'entreprise?
Ça, c'est un point crucial d'accompagnement. Et là, on est un peu dans le change, c'est-à-dire comment j'accompagne toute une entreprise à utiliser des nouveaux outils, mais à des fins bien particulières. On parle d'IA généraliste, mais on a un cas d'usage avec une grosse boîte de logiciels à Lyon, où j'ai envie de dire, une suite d'agents IA en soutien des commerciaux a été réalisée. Et en fait, il y a un effort, j'ai envie de dire, permanent du quotidien pour que la force commerciale, on parle de 300 commerciaux, c'est important, utilise au quotidien ces agents IA. Des agents IA qui ont à peu près chacun une suite de 7 à 8 agents IA qui ont chacun une tâche particulière. C'est un agent IA qui va préparer un rendez-vous commercial, qui va synthétiser un profil LinkedIn pour en connaître un peu l'angle d'attaque par rapport à ce que j'ai à lui vendre. C'est un autre agent IA qui va aller chercher l'actualité du groupe que je vais prospecter. Et tout ça, ça nécessite un accompagnement fort, de se dire, bon ben voilà, j'ai un nouvel... on avait une suite Adobe, on aura des suites d'agents IA qui auront chacun une tâche bien déterminée. Peut-être demain, effectivement, il n'y en aura peut-être qu'un un seul et unique qui pourra tout faire. Aujourd'hui, c'est quand même assez bien, c'est encore sectorisé, justement pour faciliter la bonne compréhension de qu'est-ce que je vais demander à cet agent IA et quelle va être mon entrée et quelle va être sa restitution et son livrable. On en est un peu à cette étape-là. On sera peut-être très vite à une étape d'un super sachant, d'un super agent IA, et c'est clairement la trajectoire, mais aujourd'hui, ce n'est pas totalement le cas. Et derrière, l'entreprise, elle s'y prend avec un volume, j'ai envie de dire, très important de gamification sur l'usage, de se dire, ben voilà, il va y avoir des concours, il y a toujours un volume d'usage où on voit très bien ceux qui l'utilisent beaucoup, ce qu'on appelle les power users. Les power users, ils sont très vite identifiés et c'est souvent des bons clients dans l'entreprise pour passer des messages à tout le monde. Donc, lors de cafés IA, ça peut être des cafés hebdomadaires, ils prennent la parole et ils accompagnent sur les bonnes pratiques. Mais il n'y a pas que qui parlent, il y a aussi des personnes qui l'ont utilisé comme ça sur des petites tâches qui peuvent aussi témoigner. J'ai eu le cas dans une entreprise sur une comptable qui a de suite compris le fait qu'elle pouvait annexer une facture et poser des questions à l'agent IA sur la facture en question. Elle n'était pas très geek, elle n'était pas très habile, mais accrocher une pièce jointe dans l'agent IA et poser une question sur ce qu'elle voulait y voir. Elle voulait y voir, c'était sur des litres, enfin, c'était sur de la consommation. Elle a très vite compris la capacité d'un agent IA avec une fonctionnalité toute simple au final. Et j'ai envie de dire, c'est la preuve par l'exemple. Alors, la preuve par l'exemple, elle peut se matérialiser encore une fois par plein d'événements internes, par beaucoup de vidéos. Le rôle des intranets ou des écosystèmes Teams participe à pousser ces agents IA. Ils peuvent même être intégrés directement à l'écosystème d'un Teams, par exemple, hein, pour certains d'entre eux. Donc, c'est toute une stratégie globale d'adoption. Il n'y a pas un levier plus successful que l'autre. C'est vraiment une stratégie d'ensemble qu'il faut considérer. Par contre, il faut la considérer comme une clé de succès euh, post-implémentation de l'outil. Parce qu'effectivement, si on fait rien, comme tu le dis, c'est comme après une formation de Photoshop, si je pratique pas, ben, j'ai vite oublié ce qu'on m'a appris, quoi. Donc il faut pratiquer, et puis il faut toujours enrichir de nouvelles pratiques, sachant qu'il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui arrivent aussi en cours de route. Donc ça nécessite des refreshs assez réguliers. Et donc en tant que responsable dirigeant, c'est important de considérer ce temps-là, de ne pas se dire on va mettre l'IA et du coup on va être super productif dès demain. Il y a un temps d'adaptation et d'adaptation et de prise en main qui est à considérer dans la mise en place d'outils, de nouveaux outils. Ouais, parce que je pense que à chaque fois qu'il y a eu des échecs, c'est je veux faire de l'IA pour faire de l'IA ou je vais mettre l'IA dans mon entreprise. Ouais, mais à quelle fin? Comment? Quels efforts j'y consacre? Est-ce que je nomme justement un référent IA? Effectivement, avec une taille critique de boîte, c'est souvent possible. Le fait d'arriver à incarner, voire à cristalliser positivement les choses en tant que référent. Un référent IA, ça parle, c'est un peu agnostique dans l'entreprise, mais ça porte la bonne parole sur les sujets, sur les initiatives de l'entreprise en la matière.
Donc c'est très important et même sur les plus petites entreprises, il y aura toujours un champion, en la matière. Pas forcément le DSI, pas forcément les personnes qu'on croit en plus, mais ça, il faut les détecter et une fois que ces personnes-là sont détectées, ça devient de très, très bons ambassadeurs pour que ça essaime, positivement derrière. Mm. Et au final, l'IA n'est pas vraiment une vision hiérarchique. Elle est hiérarchique dans une stratégie, un cap à donner évidemment, mais derrière après, l'usage, il faut qu'il soit complètement décorrélé d'une vision, totalement hiérarchique. Ok. Donc trouver les bonnes personnes au sein de l'équipe pour être des bons ambassadeurs. Des champions, ouais, c'est clé. Et on peut faire appel à des externes aussi, on peut faire appel à des structures comme Génial, on peut faire appel à des consultants potentiellement, mais si on n'a personne à l'intérieur, ça va être compliqué pour trouver l'adoption. Donc c'est important d'avoir tout cet écosystème. Faut le penser, en tout cas, Ouais. et un point qu'on n'a pas évoqué, mais très rapidement, la question dans le diagnostic aussi, et on vend pas de l'IA pour vendre de l'IA. On aura aussi un conseil dans ce fameux make or buy, le fait de faire appel à une agence pour développer du spécifique ou acheter des produits sur étagère qui, pour certains, feront très bien le job. Et on aura comme ça, à certains moments, alors ça revient un peu au sujet de la multiplicité des outils, mais rien ne sert de réinventer la roue sur certains aspects. À certains moments, on aiguillera vers des outils du marché qui font très très bien les choses sur des licences modestes, mais qu'il faudra envisager, plutôt que de créer du spécifique. Donc c'est toujours une vision voilà, cet anglicisme, désolé, de make or buy. Est-ce que je vais acheter une solution sur étagère ou est-ce que j'ai envie vraiment d'amener une singularité, une spécificité à l'outil que je veux pour mon entreprise? Et c'est là où effectivement il y aura appel à, non pas à un ami, mais à une entreprise spécialisée. Ça marche. On arrive à la fin de l'épisode et je crois que j'ai posé à peu près la moitié des questions que je voulais te poser. Bon, on a parlé de plein de choses super intéressantes. Et c'est pour ça que j'ai pas eu l'opportunité d'aborder tous les sujets. Avant de finir, j'aurais quand même deux, trois questions pour ouvrir assez rapidement. C'est un peu pour résumer, mais aujourd'hui, je suis dirigeant d'une entreprise de taille moyenne. Je viens d'écouter l'épisode, je me dis, mais j'ai l'impression d'avoir raté un train encore. J'essaie de mettre des choses en place, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que tu me conseilles aujourd'hui concrètement? Qu'est-ce que je dois faire concrètement pour avancer et pour être pour pas être en retard vis-à-vis de tout ce qui se passe aujourd'hui sur le marché de l'IA? Ouais, je pense que c'est pas. Alors, j'ai envie de dire, faut pas tarder, mais faut pas s'inquiéter non plus. En plus, le tourisme vit, comme souvent, une crise, une nouvelle, j'ai envie de dire. Donc, c'est souvent en période de crise qu'il y a aussi une sorte d'introspection et de se dire comment on travaille différemment. Dans le monde privé, c'est plutôt le cas. Le monde institutionnel se porte pas forcément hyper bien avec des crises, sinon de gouvernance budgétaire très forte. Donc, des questionnements de structure, de taille de structure, de fermeture également, beaucoup. Donc c'est pas non plus joyeux des deux côtés, j'aimerais dire, mais pour des raisons différentes. Néanmoins, ça reste une bonne façon de se challenger, de se dire comment je profite de cette technologie qui va très vite pour non pas révolutionner qui je suis, ma valeur ajoutée, mon expertise. Au contraire, comment je peux amener des briques et des briques de compétences en interne par le biais de cette fameuse IA utile et de comment je vais amener une expertise supplémentaire dans l'entreprise. Et ça, c'est valable côté collaborateur comme côté client, le client final. Et je pense que l'IA peut répondre à pas mal d'enjeux aujourd'hui stratégiques des entreprises. Faut-il bien le penser, le prioriser et, comme on se le disait tout à l'heure, l'accompagner pour pas que ça fasse pchit, parce que ça peut faire pchit. Il y a des fois où ça fait pchit quand c'est mal pensé, quand ça va trop vite. Notre rôle, en tout cas à nous, c'est justement de prendre certes le virage, mais de le prendre à un bon rythme et de façon raisonnée et accompagnée. Et ça, c'est un point clé pour rendre, parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de l'IA. Et moi, je suis plutôt les pieds sur terre, j'ai une vision assez pragmatique du sujet, et donc de comprendre ce qu'on fait pour aller dans la bonne direction.
Et aujourd'hui, si je suis étudiant, ou pour les étudiants qui nous écoutent, qui travaillent dans le tourisme, en général, même hôtellerie, restauration, qu'est-ce que, quel conseil tu voudrais leur donner? Eh bien, je suis toujours très attentif à ça pour être assez proche, des étudiants, pour intervenir de temps à autre auprès d'étudiants et je leur passe toujours le message, enfin depuis que je travaille chez Genial, vraiment de considérer l'IA comme un allié, de le considérer potentiellement demain sur un CV, à la même place qu'une maîtrise, d'une suite Adobe, d'une suite Office, avec évidemment, des expertises, mais que dans les compétences, l'IA soit demain, elle sera regardée de plus en plus, dans un CV avec des expériences, avec des choses développées dans une entreprise. Aujourd'hui, on a une personne en interne qui développe, qui est alternante en communication, qui a développé une égérie IA avec un logiciel qui s'appelle Agent, qui est assez connu sur le marché. Eh bien, elle va repartir tellement enrichie de ce qu'elle a créé. L'égérie s'appelle Alicia, notre alternante s'appelle Alice. On a poussé le bouchon assez loin. Bah, typiquement, c'est un exercice qui, je pense, lui a apporté beaucoup. Et je pense que les étudiants qui font des stages, des périodes en entreprise, et même à l'école, qui l'utilisent à bon escient, en support, effectivement, en challenge, en accompagnement. On voit que ChatGPT a mis en place des choses un peu spécifiques pour accompagner les étudiants. Il faut évidemment avoir un peu de recul et un peu de discernement, ne pas pondre et ne pas prendre un copier-coller d'une génération de ChatGPT, toujours avoir sa patte, mettre sa patte, mais s'appuyer dessus inévitablement. Ça me semble aujourd'hui une hérésie que de ne pas l'utiliser. J'espère juste que l'éducation nationale, le secondaire, voilà, il y aura un virage aussi de prix dans le fait d'acculturer. Il y a des grandes écoles de commerce qui ont voilà, bien pris le pli et qui accompagnent pas mal les étudiants sur ces sujets-là. Mais je leur dirais de tester, d'y aller à fond et en tout cas de se faire un avis tout en ayant un œil et pas mal de discernement évidemment. Donc de tester avec du discernement et de le mettre en avant sur son CV lorsqu'on a gagné des compétences sur les différents outils, pas uniquement ChatGPT, il faut en tester d'autres. Et évidemment d'autres, pour parler de Claude, notre ami à tous, Ouais, et de bien d'autres bien sûr. ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup Lionel. Merci Merci beaucoup pour ce moment Alexis, c'était un d'échange. plaisir. C'était un plaisir également et merci à vous aussi. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour réagir et retrouver les liens dont nous avons parlé aujourd'hui, retrouvez-nous sur la page du podcast awayWego.fr, awayWego.fr. Et pour vous tenir informé des prochains épisodes, rejoignez notre page LinkedIn Away We Go et abonnez-vous. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci encore beaucoup Lionel Merci Alexis. et à très bientôt.